La Chine s'apprête à humilier le marché automobile européen, mais personne ne voit rien venir. Après avoir été longtemps considéré comme un vulgaire sous-traitant, un simple rouage dans la grande machine industrielle occidentale, la Chine a passé des années à perfectionner ses voitures en silence. Pendant que l'Europe rayonnait avec ses berlines stylées et ses moteurs de précision, eh bien c'était la Chine qui fournissait les matériaux. C'est elle qui extrait le lithium, usine les composants et assemble les pièces. On glorifiait les marques allemandes, italiennes et même françaises. On parlait de qualité, de design, d'élégance à l'européenne, pendant que des milliers d'ouvriers chinois se tuaient à la tâche jour et nuit. Mais dans l'ombre, un autre projet se dessinait depuis des décennies. Un projet bien plus ambitieux. Le projet de ne plus être l'usine du monde, mais d'en devenir le moteur. Alors que l'Europe se reposait sur ses lauriers, que ses marques empilaient les SUV surcotés et les recyclages paresseux, la Chine, elle, construisait des usines, des marques ou encore des batteries inégalées. Tout cela pour prendre sa revanche avec des voitures et une avance inégalée jusqu'alors. Alors forcément, quand on voit ces voitures débarquer, on se dit que leur avantage concurrentiel, c'est le prix. Mais s'arrêter à ça, c'est passer à côté de ce qui rend cette offensive réellement dangereuse. Car derrière ces prix cassés, il y a une stratégie bien plus sombre. Un plan qui ne repose pas uniquement sur les coûts, mais sur le pouvoir, l'image et la maîtrise totale de la chaîne de production. Ainsi que sur 3 principales failles des marques européennes inconnues du grand public, que la Chine transforme aujourd'hui en une autoroute de la domination sur nos marques. C'est cette stratégie qui m'a captivé et j'ai découvert beaucoup de dingueries en préparant cette vidéo. Et pourtant, personne n'en parle. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les marques chinoises, encore invisibles hier, s'apprêtent à dominer le marché européen. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, la prochaine voiture que vous achèterez ne sera probablement ni une Mercedes, ni une Renault, ni une Volkswagen, mais bien une BYD ou une MG. Pour que vous compreniez comment on a pu arriver dans une telle situation avec la Chine, eh bien, il faut que l'on revienne quelques décennies en arrière. En 1980, la Chine est invisible dans le monde automobile. En fait, à cette époque, l'automobile mondiale, c'est une rivalité entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. L'Allemagne fait rêver avec ses Mercedes, BMW, Audi. La France rayonne avec ses Citroën, ses Peugeot et ses Renault. Les États-Unis impressionnent avec leurs Ford et leurs Chevrolet. Et le Japon commence petit à petit à inonder la planète avec ses Toyota et ses Honda. Tandis que de son côté, la Chine, eh bien c'est juste l'atelier du monde. Un immense pays où des milliers d'ouvriers fabriquent en silence des pièces que les autres vont assembler. Ils n'ont pas de voiture digne de ce nom, aucune marque capable de rayonner à l'international, rien. Seulement des composants, des bouts de moteur et des intérieurs de voitures qu'ils envoient à l'Occident. À cette époque, absolument personne ne prend la Chine au sérieux. Personne ne s'imagine que ce pays peut rivaliser avec les géants de l'industrie automobile. Mais ça, c'est jusqu'en 1990 où la Chine tente le lancement de ses premières voitures. Mais le problème, c'est que ces premiers modèles chinois sont des copies maladroites des voitures étrangères. La Chery QQ est une copie presque conforme de la Daewoo Matiz, une petite citadine coréenne que l'on voyait beaucoup sur les routes européennes à l'époque. En apparence, c'est exactement la même voiture, mais une fois au volant, la supercherie saute aux yeux. Plastique bon marché qui grince, finition douteuse. Avec la Chery, ils ont copié la coquille sans capturer l'âme de ce qui faisait la Daewoo. De son côté, Geely propose des berlines qui tentent vaguement d'imiter le modèle de la Toyota Corolla, mais en bien plus cheap. Certaines voitures se plient même comme des canettes de soda au moindre choc. Avec une voiture chinoise, vous êtes sûr d'une chose. Au premier accident, vous ne souffrirez pas longtemps. Donc le premier point, c'est que la Chine n'a pas accès aux technologies, aux matériaux et aux normes de fabrication rigoureuses de ses concurrents. Parce que jusqu'aux années 2000, l'Occident a soigneusement protégé ses savoir-faire. Les brevets, les process industriels, les matériaux de pointe étaient jalousement gardés en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Ce qui fait que les voitures chinoises n'avaient rien de fiable ni d'enviable. Tellement qu'en Europe, les voitures chinoises font rire aux éclats. Les Chinois font des jouets, pas des voitures. C'est ce que disent les experts dans les salons de Genève, Francfort ou Détroit. À ce moment-là, l'idée même qu'une marque chinoise puisse un jour concurrencer Renault, Audi ou Volkswagen paraît tout simplement absurde. Mais pendant que l'Europe rigole, la Chine, eh bien elle travaille sans relâche. Au début des années 2000, elle décide de changer totalement de stratégie. Au lieu d'essayer de mal copier, elle décide d'apprendre
à bien faire. Et pour ce faire, elle attire les meilleurs ingénieurs européens ou japonais, parfois avec des salaires impossibles à refuser. Elle rachète discrètement des technologies abandonnées par des grandes marques. Mais son plan ne s'arrête pas là, parce que la Chine va mettre au point une stratégie aussi simple que brillante pour accélérer son évolution. Obliger toutes les marques étrangères à créer une joint venture avec toutes les entreprises locales. Une joint venture, c'est quoi? C'est un partenariat forcé. Pour avoir le droit de vendre en Chine, les constructeurs doivent s'associer avec une entreprise chinoise et lui transmettre une partie de leur savoir-faire. Résultat, en moins de 10 ans, la Chine, elle accumule une montagne de technologies et de compétences. Pendant que l'Europe se contente de retoucher légèrement ses anciens modèles pour faire croire à de la nouveauté, eh bien la Chine, elle, se prépare dans l'ombre pour faire trembler le monde de l'automobile, en misant secrètement sur l'électrique bien avant tout le monde. Tout simplement parce que la Chine sait qu'elle ne pourra jamais battre l'Europe ou les États-Unis sur les moteurs thermiques traditionnels. Donc, plutôt que de perdre un combat déjà joué, elle décide de miser sur une rupture technologique, l'électrique. Alors même si les nouveaux modèles sont des échecs cuisants, comme la Brillance BS6, une berline chinoise vendue en Allemagne, qui obtient une étoile sur 5 à l'Euro NCAP, qui est l'organisme européen qui teste la sécurité des voitures neuves. La Chine, contrairement à ces voitures, encaisse silencieusement et prépare sa révolution. Une révolution qui va commencer à faire du bruit dès 2010 avec l'arrivée des nouvelles marques. Un seul objectif, détrôner les marques actuelles. Cette fois-ci, il n'est plus question de copier maladroitement les marques étrangères. La Chine, elle veut créer ses propres références. Elle porte le nom de BYD, NIO, XPeng, Zeekr, des noms encore inconnus pour le grand public européen à l'époque. Mais des noms qui vont pas tarder à faire beaucoup parler. Par pure stratégie, BYD se spécialise dans les véhicules électriques dès 2008. Et tout ça bien avant que la plupart des marques européennes ne prennent ce virage au sérieux. En 2010, elle lance l'E6. C'est un monospace 100% électrique. Il est capable de rouler plus de 300 km sans une seule goutte d'essence. À l'époque où l'Europe et la majorité des marques peinent encore à sortir un modèle électrique potable, pour enfoncer le clou, NIO dégaine le S8 en 2018. C'est un SUV électrique 7 places avec un système révolutionnaire d'échange de batterie en seulement 5 minutes. Et ce concept est totalement absent des marques européennes encore accrochées à leur moteur diesel. Pendant que Audi propose encore son modèle e-tron au-delà des 80 000 euros, le NIO ES8 sort en Chine pour moins de 60 000 euros. Et oui, vous avez bien entendu, moins de 60 000 euros. Mais malgré son prix plus faible, le NIO possède un équipement technologique largement supérieur. Écran XXL haute définition, système de conduite semi-autonome de niveau 2, mise à jour logicielle à distance, et le fameux échange de batterie en 5 minutes. Autant d'innovations que les berlines européennes, pourtant plus chères, peinent à proposer. Idem sur le segment des SUV compacts. Là où Volkswagen facture son ID4 aux alentours de 45 000 euros, le Xpeng G3 s'affiche à peine à 30 000 euros. La stratégie de la Chine est claire. Proposer mieux pour moins cher. Pendant que Renault s'acharne à restyliser sa Clio pour la 10e fois, pendant que Volkswagen empile les SUV vus et revus, avec des modèles comme le T-Roc, le Tiguan ou des modèles ID4, qui finissent tous par avoir la même dégaine et se ressemblent toutes, ils ont les mêmes lignes fades, les mêmes intérieurs sans âme, les mêmes moteurs peu inspirants. Et bien de son côté, la Chine, elle construit des usines. Elle perfectionne ses batteries et investit dans l'IA embarquée. En 10 ans à peine, elle passe du statut de grosse blague à celui de grosse menace. Mais au moment où l'Europe commence enfin à comprendre son erreur, le retard est déjà abyssal. Le pire, c'est qu'il va continuer à se creuser. Car, à partir de 2020, la Chine ne se contentera plus de rattraper l'Europe. Elle passera à la vitesse supérieure. BYD explose avec ses modèles 100% électriques, comme la Han Hove ou la To 3. NIO dévoile la ET7, une berline de luxe avec près de 1000 km d'autonomie annoncée. Xpeng enchaîne avec des SUV et des berlines futuristes remplies de technologie. Et désormais, ces voitures ne restent plus en Chine. Elles débarquent en Europe pour casser le marché. Alors pendant que certains continuent à regarder la Chine avec condescendance, les consommateurs, eux, eh bien, ils commencent à changer de camp. Et pourtant, si ces voitures séduisent autant, c'est aussi parce que l'Europe a creusé elle-même sa propre tombe ces dernières années. En fait, si les voitures chinoises s'imposent aussi vite ces dernières années, ce n'est pas juste parce qu'elles sont belles, accessibles et ultra équipées, mais parce qu'elles frappent exactement là où l'Europe est la plus faible. Et ce n'est pas un hasard. La Chine a passé des années à observer nos faiblesses. Elle les connaît par cœur. En particulier 3 failles béantes que la Chine a étudiées, puis transformées en autoroute vers la domination. 1. L'environnement réglementaire étouffant. C'est la première raison à l'origine du déclin européen. On s'est tiré une balle dans le pied, tout seul, en imposant toujours plus de normes et de contraintes. L'Europe s'est retrouvée complètement paralysée. Pour chaque nouveau modèle, un constructeur européen doit naviguer dans un labyrinthe sans fin de réglementation. Entre les normes Euro 6,
Euro 7, les quotas CO2 à respecter sous peine d'amende, l'obligation de recycler chaque pièce, et les bonus-malus fiscaux qui impactent l'utilisateur et qui changent tous les ans. L'Europe a transformé l'innovation automobile en une course d'obstacles sans fin. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention, protéger l'environnement. Sauf que, dans la réalité, à force d'accumuler les règles, les objectifs irréalistes et les lourdeurs administratives, l'Europe a transformé son industrie automobile en une véritable prison. Chaque choix de conception devient un casse-tête réglementaire. Chaque innovation est ralentie par des années de validation administrative. La Chine, elle, fait tout l'inverse. Elle subventionne massivement ses constructeurs. Elle simplifie les démarches. Elle offre des terrains, des crédits d'impôt, des bonus à l'achat et des avantages logistiques. En gros, elle déroule le tapis rouge pour l'innovation, sans aucune restriction. Ce qui fait qu'en Chine, un constructeur peut concevoir un nouveau modèle, le tester puis lancer sa production pour le vendre, le tout en une fraction du temps nécessaire en Europe. Concrètement, d'un côté nous avons Peugeot qui bataille pendant 3 ans pour sortir un nouveau modèle certifié 0% d'émissions, et de l'autre côté nous avons BYD, XPeng ou bien NIO. Eh bien eux, ils peuvent sortir 3 versions de leur nouvelle voiture, ils peuvent ajuster leur logiciel, améliorer leur batterie, et tout cela durant les mêmes 3 années. Eh bien dans un monde où la vitesse fait la différence, l'Europe est en train de malheureusement perdre la course. Et ça, avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Le point 2, le retard technologique. Le fait de résumer nos retards uniquement aux nouvelles réglementations reviendra à passer à côté de l'essentiel. Parce que depuis des décennies, eh bien l'Europe règne sur le moteur thermique. Avec les moteurs diesel de Peugeot, les V6 allemands, les petites citadines essence françaises. Le problème, c'est qu'elle s'est trop reposée sur ses acquis. Tandis que la Chine misait tout sur l'avenir avec l'électrique, en moins de 20 ans, elle a investi des dizaines de milliards de dollars, multiplié les subventions et a construit des centaines d'usines spécialisées dans les batteries électriques, alors que Renault de son côté lançait timidement la Zoé en 2012, un petit modèle urbain incapable de faire plus de 150 km sans être chargé. BYD de son côté électrifiait massivement ses grandes villes avec le modèle E6. C'est un monospace robuste, il est capable de dépasser les 300 km d'autonomie, il a été conçu dès le départ pour équiper les flottes de taxis des mégalopoles comme Shenzhen ou Guangzhou. Et dès le premier jour, les voitures chinoises ont été pensées uniquement pour être électriques. Et aujourd'hui, le résultat est clair. Les batteries chinoises sont plus performantes et elles sont moins chères. Leur système embarqué est plus intelligent que ceux des voitures européennes et certaines de leurs voitures offrent des autonomies que Tesla n'arrive même pas à égaler. Et si notre retard technologique n'était pas suffisant, il faut ajouter à ça un problème encore plus profond. Un problème que l'on traîne depuis des décennies sans jamais avoir eu le courage de l'affronter. Notre dépendance industrielle. Parce que derrière chaque moteur électrique, chaque batterie, chaque composant d'une voiture moderne se cachent des matériaux critiques. Le lithium, le cobalt, nickel ou les terres rares. C'est des matériaux qui ne se trouvent pas chez nous, ou du moins pas en quantité suffisante pour nourrir toute l'industrie. Et devinez qui contrôle aujourd'hui l'essentiel de ces ressources ? La Chine. Je ne vais pas parler de géopolitique aujourd'hui, mais pour résumer, la Chine ne s'est pas contentée d'acheter des mines. Elle a méthodiquement pris le contrôle de la chaîne de production entière. De la mine au composant final, c'est elle qui dicte les règles. Le problème, la Chine contrôle directement plus de 60% du lithium raffiné, 70% du cobalt transformé et près de 90% des terres rares indispensables à la construction des batteries électriques. Elle détient également la majorité des usines capables de le purifier et de le rendre utilisable pour les batteries. Autrement dit, pour fabriquer une batterie Made in Europe, il faut passer à un moment ou à un autre par une matière première ou une usine contrôlée par la Chine. Mais tout ça, ça ne s'arrête pas uniquement aux batteries, parce que pour les semi-conducteurs, les écrans et les capteurs, l'Europe, elle dépend aussi massivement de fournisseurs asiatiques, comme TSMC à Taïwan pour les semi-conducteurs haut de gamme, LG et Samsung en Corée du Sud pour les écrans et les batteries, ou encore des entreprises chinoises comme CATL ou BYD pour les moteurs électriques et les cellules d'alimentation. Résultat, nos constructeurs automobiles sont devenus plus dépendants que jamais. Ils ne maîtrisent ni les ressources, ni les composants stratégiques, ni parfois même la fabrication finale. Aujourd'hui, sans la Chine, l'Europe ne peut plus produire ses voitures. Et c'est probablement ce dernier point qui enterrera définitivement nos chances de rester compétitif. Mais il y a un terrain sur lequel on devait être imbattable. Un terrain que l'on pensait réservé à nos berlines allemandes, à nos coupés italiennes, ou bien à nos citadines françaises. Il s'agit de l'image, de notre capacité à créer le désir et vendre du rêve. Un terrain où la Chine part de la pire image possible. Car de base, Made in China est égal à bas de gamme. Mais aujourd'hui, la Chine nous a montré qu'elle pouvait faire bien mieux qu'avant. Et ce n'est pas à notre avantage du tout. Pour partir à la conquête du marché automobile européen et mondial, la Chine décide de mettre les bouchées doubles. Et concrètement, ça donne ça.
Ça, c'est les publicités qui vont bientôt bombarder nos écrans pour promouvoir les nouvelles marques d'automobiles chinoises. Et leur stratégie, elle est redoutable. Parce qu'elle s'inspire directement de ce que Elon Musk a fait pour faire péter Tesla à l'international. Je vous explique. Quand les premières voitures électriques sont arrivées sur le marché, personne n'en voulait vraiment. À l'époque, dans l'imaginaire collectif, une voiture électrique c'était fragile, lent, peu fiable, rien à voir avec la solidité et la puissance d'une bonne vieille voiture thermique. Alors pour casser ce cliché et donner envie aux gens de passer à l'électrique, Elon Musk a déployé une stratégie très simple. Plutôt que de produire des petites voitures mignonnes comme la Renault Zoé par exemple, il a mis le paquet directement. Des berlines électriques de luxe, capables d'écraser sur circuit des sportifs thermiques classiques. Et l'objectif était clair, prouver que l'électrique pouvait rivaliser et dépasser les meilleures voitures thermiques du monde. Mais surtout, associer l'électrique non plus à l'écologie, mais à la performance, le prestige et le désir. Aujourd'hui, l'histoire se répète, car c'est exactement ce que font les marques chinoises pour nous écraser. Elles appliquent la même recette qu'Elon Musk avec Tesla, mais tout ça à une échelle bien plus massive. Plutôt que de se battre directement sur le segment low cost, où elles traînent une image de mauvaise qualité, elles décident de frapper là où personne ne les attendait, dans le secteur haut de gamme. Aujourd'hui, les marques chinoises arrivent sur le marché européen, non pas avec des petites voitures cheap, mais avec des modèles futuristes, technologiques et luxueux. Leur but est simple, effacer l'image bas de gamme qui leur collait à la peau et installer dans votre esprit une toute nouvelle image. Celle des voitures désirables, les voitures du futur. Tout ça pour vous faire aimer ces voitures, sans même que vous vous en rendiez compte. Fini les copies moches des modèles occidentaux. Fini les tableaux de bord en plastique bas de gamme. Fini les images du low cost sans âme. Désormais, les BYD, NIO, Xpeng s'affichent avec des lignes futuristes, des intérieurs léchés et des spécifications techniques qui feraient rougir des berlines allemandes. Les Chinois ne veulent pas simplement vendre une voiture, ils veulent vendre un rêve, une vision, un objet du futur. Et c'est là que le plan chinois devient une menace directe pour les voitures européennes. Ils ne se contentent plus d'être efficaces, ils deviennent attirants grâce à leur stratégie marketing. Et personne, je dis bien personne, ne sera épargné. Mais ce qui est curieux, c'est que si on prend un peu de recul, on réalise que ce qui se passe sur le marché automobile, ça n'a rien de nouveau. À chaque fois que l'Europe a sous-estimé la Chine, elle a fini par le payer très cher. Dans le secteur de la téléphonie, on avait Alcatel, Nokia, Ericsson. Aujourd'hui, nous avons Huawei, Xiaomi ou Oppo qui dominent largement le marché de l'entrée de gamme. Dans le solaire, l'Allemagne, elle était le leader mondial. Aujourd'hui, 70% des panneaux solaires viennent de Chine. C'est aussi le cas dans l'industrie textile de masse, où la France et l'Italie se sont fait dépasser par des industries chinoises. Quel que soit le domaine, dès que la Chine s'investit vraiment dedans, elle finit par battre tout le monde. Et le schéma est toujours le même. 1. La Chine rentre dans un marché en douceur. 2. Elle propose un produit moins cher, qui est souvent moqué au début. 3. Elle améliore la qualité, la technologie et l'image. Et 4. Quand on se réveille, il est déjà trop tard. Aujourd'hui, notre industrie automobile, le joyau industriel du vieux continent, il est en train de vaciller. L'Europe a déjà perdu la bataille des smartphones. Elle a abandonné le solaire, elle s'est fait dévorer dans le textile, l'électronique, les semi-conducteurs. Et maintenant, c'est l'un de ces secteurs les plus symboliques qui est menacé. Le pire, c'est que ça devient de plus en plus compliqué d'acheter une voiture neuve en Europe. Les prix explosent, les normes se multiplient, les restrictions se renforcent. Bref, pour beaucoup, posséder un véhicule est devenu un luxe. Mais paradoxalement, c'est aussi dans ces moments de grands changements qu'apparaissent des nouvelles opportunités. Aujourd'hui, l'automobile est en train de changer sous nos yeux. Certains vont regarder cette révolution passer, et d'autres vont décider d'en tirer parti. Et justement, il existe une opportunité encore méconnue mais accessible à tous. La conciergerie automobile. Contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer. Vous n'avez pas non plus besoin de posséder 15 voitures de luxe. En fait, si vous savez comment vous y prendre, vous pouvez commencer à générer une rente en louant des voitures sans injecter aucun capital de départ. Avec les bonnes informations, n'importe qui peut commencer à lancer sa propre activité dans l'univers automobile, et tout ça en tirant profit. Alors si vous voulez savoir comment faire concrètement, j'ai tourné une vidéo sur YouTube où je montre exactement comment lancer une conciergerie automobile. Il vous suffit de cliquer ici ou ici, et croyez-moi, si vous aimez l'automobile, c'est probablement la meilleure façon pour transformer votre passion en revenu dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format sur la chaîne en commentaire. C'était Thomas, et je vous dis à très vite.